puisque les innovations sont au cœur de votre recherche, selon vous, c'est quoi une innovation? Qu'est-ce qu'on entend par innovation? C'est évidemment une question qui est toujours un peu complexe parce que tout le monde parle d'innovation et tu as la sensation que finalement chacun pourrait avoir sa propre définition. Il y a quand même dans l'histoire de la pensée économique prioritairement et en gestion quand même des choses qui sont relativement bien stabilisées. C'est une discipline académique déjà, le management de l'innovation et l'économie de l'innovation. Moi j'aime bien définir ça en considérant qu'il existe des systèmes. Un système, ça peut être un ensemble de techniques ou un ensemble social ou un ensemble familial ou une organisation. Et dans ce système, il y a des individus qui peuvent appartenir à ce système et qui ont envie de déplacer quelque chose quelque part, considérant que ce système il fonctionne pas complètement bien. Donc je veux améliorer son fonctionnement, je veux améliorer sa performance, je veux lui donner de l'efficacité. Eh ben ça, c'est une innovation. Et ça veut dire qu'il n'y a pas immédiatement une définition technologique, c'est-à-dire que toi, dans ta famille, tu vis dans un système, il y a des règles, et tu considères qu'à un moment, ces règles, il faut les discuter, les négocier, les challenger, et de dire non, je veux pas que ça se passe comme ça, parce que ça serait mieux si ça se passait autrement. Eh ben ça, c'est une innovation qu'on va appeler sociale plutôt, et pas forcément technologique. Alors évidemment, ce qu'on a toujours en tête, c'est la technologie, parce que derrière, il y a des montants financiers qui sont considérables, et puis il y a des entreprises, et puis il y a des profits, puis des investisseurs, et derrière une famille, il y en a moins. Mais globalement, c'est ce que ça veut dire. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale pour le Printemps de l'Esprit Critique 2026. Le Printemps de l'Esprit Critique, si vous ne le savez toujours pas, c'est un événement national qui promeut l'esprit critique auprès de tous les publics et sur tous les territoires. Et dont vous pouvez retrouver le programme sur printempsdelespritcritique.fr ou en envoyant PEC, point d'exclamation PEC dans le chat. C'est un événement qui est organisé par Universcience, donc les gérants de la Cité des sciences et de l'industrie. Cette année, la thématique porte sur l'argent. Donc, on continue notre série de 2 émissions sur cette thématique. Lors de la dernière émission, on a parlé d'éducation financière. Et aujourd'hui, on s'intéressera aux questions de transition, d'innovation, transition numérique, transition écologique, qui vont nous faire soulever plein de questions autour de ces enjeux. Et donc, je reçois 2 invités pour débattre, échanger avec moi. Donc, à ma gauche, Raphaël Suir. Bonjour Raphaël. Bonjour Daniel. Professeur des universités en sciences de gestion et du management à l'IAE de Nantes Université. Et en face de moi, Johan Mallard. Bonjour Maïna. Doctorant en sciences économiques au GRANEM à l'Université d'Angers. Et ton sujet de thèse porte sur la nature et le financement des innovations au service de la transition écologique. Quelle gouvernance, c'est ça le titre de ta thèse, si je ne me trompe pas. Et pour Raphaël, je me permets de rajouter, tu travailles notamment sur le management des innovations pour les transitions. Donc, prendre en considération des conditions sociales, écologiques, numériques et technologiques. Je ne me trompe pas, c'est ça? À peu près, c'est ça. Ok, très bien alors. Donc, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui et qui nous écoutent, n'hésitez pas, bien évidemment, à parler dans le chat, discuter, partager vos réflexions, poser des questions. Ça me ferait un plaisir de rapporter vos questions à nos invités. Et on va tout de suite commencer et on va tout de suite poser la question, la grande question. Puisque les innovations sont au cœur de votre recherche, selon vous, c'est quoi une innovation? Qu'est-ce qu'on entend par innovation? Et vous, dans le chat, quand je vous dis innovation, vous pensez à quoi? Qui veut commencer? Vous battez pas, hein. C'est quoi je commence ou vas-y. je me jette à l'eau? Bon, alors c'est évidemment une question qui est toujours un peu complexe parce que tout le monde parle d'innovation et tu as la sensation que finalement chacun pourrait avoir sa propre définition. Il y a quand même dans l'histoire de la pensée économique prioritairement et en gestion quand même des choses qui sont relativement bien stabilisées. C'est une discipline académique déjà, le management de l'innovation et l'économie de l'innovation. Moi j'aime bien définir ça en considérant qu'il existe des systèmes. Un système, ça peut être un ensemble de techniques ou un ensemble social ou un ensemble familial ou une organisation. Et dans ce système, il y a des individus qui peuvent appartenir à ce système et qui ont envie de déplacer quelque chose quelque part, considérant que ce système il fonctionne pas complètement bien. Donc je veux améliorer son fonctionnement, je veux améliorer sa performance, je veux lui donner de l'efficacité. Eh ben ça, c'est une innovation. Et ça veut dire qu'il n'y a pas immédiatement une définition technologique, c'est-à-dire que toi, dans ta famille, tu vis dans un système, il y a des règles, et tu considères qu'à un moment, ces règles, il faut les discuter, les négocier, les challenger, et de dire non, je veux pas que ça se passe comme ça, parce que ça serait mieux si ça se passait autrement. Eh ben ça, c'est une innovation
qu'on va appeler social plutôt, et pas forcément technologique. Alors évidemment, ce qu'on a toujours en tête, c'est la technologie, parce que derrière, il y a des montants financiers qui sont considérables, et puis il y a des entreprises, et puis il y a des profits, puis des investisseurs, et derrière une famille, il y en a moins. Mais globalement, c'est ce que ça veut dire. Alors, juste pour terminer, tu as un économiste très célèbre qui a donné une vraie focale et une vraie structuration intellectuelle à tout ça, qui s'appelle Joseph Schumpeter, parce qu'il faut quand même un peu en parler, dans les années 50. Il considère que ce qui va permettre de challenger et de discuter le système dans lequel tu évolues, principalement, c'est la science. La science va produire des connaissances, et ces connaissances vont permettre de mieux comprendre le système dans lequel tu évolues. Ça peut être la biologie, ça peut être la physique, ça peut être l'astronomie, peu importe. Et à partir de là, tu peux améliorer soit ton degré de compréhension de ce système, soit tu peux chercher à le faire fonctionner différemment ou à agir sur lui. Et donc pour Schumpeter, finalement, l'innovation, elle revient fondamentalement à une question de connaissance et à une question de science qui, combinée à la science, va produire une meilleure compréhension du monde et une meilleure manière d'agir sur le monde. Et ça, c'est un prisme qui va amener à une vision très technocentrée de la technologie également. De l'innovation, pardon, également. Voilà, j'étais un petit peu long, mais... Non, de toute façon, c'est une vaste question. C'est une vaste question, c'est que le début, je pense. Ok. Je pense que Yoann, tu as envie de rajouter quelque chose, oui, d'autres complètement. choses à cette... Déjà, pour commencer, j'aimerais renvoyer aux travaux de Benoît Gaudin et de Vincent Bontemps sur l'histoire du concept, qui sont absolument passionnants et qui essaient de retracer depuis l'Antiquité l'évolution du concept. Une des choses intéressantes, en tout cas je trouve, dans leurs travaux, c'est de voir que ça a été qualifié principalement péjorativement jusqu'au XXe siècle à peu près. Concernant Schumpeter, effectivement, donc en économie particulièrement, c'est un grand représentant de l'innovation. Elle avait un rôle d'autant plus important que c'était un des palliatifs qui devait permettre au capitalisme de survivre face à ses propres contradictions et d'éviter les situations de monopole et d'éviter le problème des rendements. Non, pardon, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était un concept extrêmement important dans sa pensée. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le concept, il est beaucoup réemployé, que ce soit dans la littérature grise et dans la discipline économique, de plein de façons différentes. Et c'est vrai que c'est compliqué souvent d'avoir une vue générale, une vue sur laquelle tout le monde s'accorde. En économie, souvent, on en revient à la définition de l'OCDE quand même, dans le manuel d'Oslo, dans la version de 2018, où là, pareil, il y a vraiment une focale très processus, très marchande aussi de l'innovation. Mais comme tu l'as dit, Raphaël, à l'instant, il y a beaucoup plus de dimensions derrière ce concept. Et donc, ça peut être également social, elle peut être institutionnel. En fait, tout dépend de la façon dont on aborde et on définit le concept. Mais du coup, est-ce que l'innovation est nécessairement au service, j'allais dire au service des gens, mais en fait, est-ce qu'elle est multiple? Est-ce qu'elle peut être au service de plusieurs structures, plusieurs personnes? Comment est-ce qu'elle se... Parce que finalement, on parlait d'innovation sociale, on va plutôt aller vers les citoyens, et puis l'innovation de différenciation sur le marché, pour les entreprises. Donc, est-ce qu'elle est nécessairement au service? Tu vois, si je peux me permettre, tu vois avec ma métaphore du système, ouais. Le changement, en fait, il peut venir de l'intérieur du système. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit la situation part d'un constat que ça fonctionne pas très bien ou qu'on pourrait faire autrement, et donc il considère qu'il faut changer quelque chose. Et donc, quelque part, ce qu'il produit n'a pas vocation immédiatement à être généralisé et n'a pas vocation à servir d'autres systèmes, tu vois, qui seraient différents du sien. Si je prends l'exemple d'un marin qui serait sur un bateau, à un moment, le marin, s'il n'est pas entrepreneur, en fait, ça ne va pas fonctionner, en fait, parce qu'il va casser quelque chose. Il y a quelque chose qu'il ne va pas forcément comprendre immédiatement. Et je pense surtout dans la situation où il serait déconnecté, en fait, de la côte. À un moment, je prends ce que j'ai là à disposition, je bricole un bazar, et puis ça va bien fonctionner, quoi. Clairement, c'est une innovation, ça. Tu vois, est-ce que ça a vocation à s'appliquer à autre chose? Pas forcément. Et à l'inverse, tu as des innovations qui peuvent venir de l'extérieur du système. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est des gens qui pensent que tu as un problème, mais peut-être que tu n'en as pas vraiment un, mais eux, ils pensent que tu en as un, et ils vont t'inventer une solution qui répond peut-être pas vraiment à ton problème, mais ils vont te faire croire que tu as quand même un vrai problème et que j'ai vraiment la vraie solution à ton problème. Et là, fais confiance aux gens du marketing, ils vont trouver l'adéquation entre ça. Et ça, ce qu'ils font, ça n'a pas vocation à s'appliquer qu'à ton seul système. Ça a vocation à s'appliquer à plein de systèmes différents.
Donc si tu penses à l'IA générative ou à des choses de cet ordre-là, avant ça, tu n'as pas vraiment de problème. Mais on te fait comprendre que si tu n'as pas une IA générative aujourd'hui, c'est fichu. Et on te l'applique à tous les secteurs industriels, quels qu'ils soient, à des catégories d'individus qui peuvent être des individus au sein d'une famille, à des catégories d'organisation, à des États, etc., etc. Donc tu vois que là, ça peut s'appliquer à toutes sortes de situations. Peut-être pour réagir aussi, c'est vrai que, alors moi j'aurais peut-être plutôt tendance, pour poser la question de l'utilité, à revenir sur l'innovation dans la transition écologique, puisqu'en fait une même innovation peut être bénéfique et négative dans la transition écologique. Tout dépend de la situation dans laquelle on la met en place et tout dépend aussi de l'échelle à laquelle on la met en place. Dans certains cas, des projets, par exemple des innovations permettant d'améliorer l'efficacité de certains systèmes productifs, peuvent peuvent participer à la transition écologique. Mais si elles ne sont pas couplées également à des réflexions sur la sobriété et les quantités consommées et produites, eh bien finalement, ce seront des innovations qui auront permis de prolonger un système productif qui était déjà problématique en amont. Donc c'est toujours une question d'équilibrage, je dirais. Voilà. Et ça, du coup, forcément, je pose cette question puisque je sais pas. J'imagine que tout le monde a un peu une idée dans la tête de ce que c'est l'innovation, mais finalement, dans cette idée-là, donne l'exemple que tu donnais du marin qui est tout seul sur son bateau et qui doit se débrouiller, il fait avec les connaissances qu'il a et il a pas. Et en fait, finalement, les moyens qu'il a, avec les moyens qu'il a, il arrive quand même à trouver une solution. Et parce que c'était dans mes lectures de la journée avant cette émission, notamment sur les questions de... Ça me fait penser à ce qu'on a... Enfin, dans l'article que je lisais sur l'innovation frugale, au sens où, en fait, on va développer des innovations qui correspondent à des besoins finalement très simples et qui répondent aussi à... alors, c'était notamment sur les pays en développement, qui en fait n'ont pas les moyens énergétiques qu'on peut avoir ou qui vont être face à des situations où en fait les coupures d'électricité, ce genre de choses. Et en fait, on va prendre les connaissances qu'on a pour répondre à un besoin. Et là, du coup, on innove au service des gens. C'était ça dans le... Et du coup, finalement, on sort complètement de ce que peut-être nous, on pourrait considérer... Enfin, je dis nous au sens nos sociétés, nous occidentales, on pourrait considérer comme de l'innovation parce que l'IA, c'est une super innovation high-tech et donc du coup, ça va bouleverser nos vies. Mais en fait, des fois, l'innovation, c'est juste améliorer notre quotidien et répondre à des besoins un peu, on peut pas dire frugaux, mais assez simples. C'est ça dans l'idée, quoi. Donc, si je peux juste compléter, parce que effectivement, c'est intéressant ton exemple sur l'innovation frugale, mais ça dit autre chose. C'est-à-dire qu'il faut des connaissances, il faut des ressources. Dans le paradigme occidental de l'innovation, il y a comme implicitement l'idée que les ressources sont un peu infinies. Donc tu puises, tu combines et tu produis des choses. C'est une industrie, au fond, les industries innovantes qui sont très extractivistes et qui vont consommer énormément de matière. Dans les pays du Sud, là où est né un petit peu, où s'est popularisé la question des innovations frugales ou de la Juga économie, c'est, au fond, j'ai pas de ressources. C'est-à-dire, je pourrais avoir de la connaissance, mais j'ai très peu de ressources à disposition. Donc, comment les ressources, je les combine les unes avec les autres pour fabriquer, finalement, un espèce de four solaire, parce que j'ai récupéré un peu de papier alu, etc. Et ça, en effet, ça s'exporte pas forcément parce que c'est difficile à industrialiser. En revanche, ce qui est quand même assez vite arrivé dans les pays occidentaux, c'est cette manière de concevoir l'innovation. C'est-à-dire de faire aussi bien, voire plus, avec moins. Pourquoi ? Parce que finalement, et c'est un peu ambigu du coup quand on l'applique en Occident, ça s'inscrit dans une tradition économique qui est finalement celle de produire pour faire du profit. Donc, si on fait de la jugade ou de l'économie frugale ou de l'innovation frugale dans des grandes industries, est-ce que c'est pour devenir quelque part beaucoup plus responsable et remplir des critères de RSE, pour faire simple, ou est-ce que c'est pour économiser des coûts de production, finalement, et si ça ne se répercute pas dans un prix, finalement, avec des marges qui pourraient augmenter, quoi. Il y a toujours un peu cette ambivalence quand on applique des méthodes de ce type-là. Mais c'est les questions des ressources, en fait, fondamentalement. Ouais. C'est d'ailleurs dans ce même article, il parlait notamment de l'industrie du textile, qui est finalement une industrie avec des outils très simples, qui est restée sur on pourrait dire low-tech entre guillemets, parce qu'en soi, on a besoin d'une machine à coudre. On a des grosses machines à coudre, mais
mais qui a délocalisé pour de la main-d'œuvre moins chère pour produire. Et en fait, ces pays du Sud qu'on entendrait ont finalement ne bénéficient pas forcément de ce développement-là, mais eux, derrière, en fait, ils font du profit en restant sur quelque chose sur des innovations finalement très simples pour eux. Donc, c'était les exemples qu'ils donnaient finalement, même des entreprises occidentales peuvent faire le choix des innovations low-tech, plutôt, mais justement pour gagner en marge, quoi, sur ça. Enfin, c'était des exemples qu'ils donnaient, Ça quoi. pourrait rejoindre aussi peut-être le problème de l'externalisation des coûts CO2 ou certaines activités productives de gaz à effet de serre ou très extractivistes, pardon, on va les exporter justement dans d'autres pays en vue aussi d'améliorer nos bilans carbone. Ça pourrait rejoindre aussi peut-être la thématique. En tout cas, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu as dit, Raphaël, sur le four solaire, notamment, c'est que en fait, il y a plusieurs façons de répondre à un même problème. Quand on pense à une innovation concernant, par exemple, la réduction de l'usage d'énergie pour produire une baguette de pain, par exemple, on va avoir plein de façons d'y répondre différemment. Et la question aussi, c'est est-ce que la structure va les permettre ou pas? Et j'ai l'impression, ce qu'on pouvait aborder plus ou moins avec la question de l'innovation frugale, c'est est-ce qu'on peut, par exemple, l'intégrer à un système productif qui valorise la rentabilité, la productivité horaire, etc. Et donc potentiellement, le four à pain, effectivement, ça fonctionne très bien en termes de réduction du coût carbone. Mais par contre, en termes de productivité, ça ne répond pas aux attentes de notre société, en tout cas pour l'instant. Et donc, il peut y avoir des oppositions comme ça. Donc, quand on parle d'innovation pour répondre à un problème, en fait, il y a déjà plusieurs entrées. Est-ce qu'on vise d'abord la sobriété, l'efficacité? Quels sont les objectifs qu'on se fixe? Oui. Est-ce que c'est une différenciation? Est-ce que c'est de réduire les coûts? Et est-ce que c'est conciliable aussi avec les attentes de la société vis-à-vis de notre institution? Donc, par exemple, la rentabilité financière pour les grandes entreprises. Du coup, ça me fait venir la question suivante. Tu as évoqué tout à l'heure le marketing, on en a parlé aussi avant. Mais la question de qu'est-ce qui fait que dans le cas où l'innovation est déployée, parce que là on sort un peu de quand c'est juste pour nous dans un secteur très restreint, qu'est-ce qui fait qu'on adhère ou pas? Comment est-ce qu'on est amené à adhérer à l'innovation? Et est-ce qu'on est déterminé finalement à adhérer? Est-ce que le marketing ne nous pousse pas finalement à accepter des choses dont on n'a pas vraiment besoin? C'est un peu la question suivante. Et on pourra en... S'il y a des gens qui écoutent et qui sont des collègues en marketing, ils vont me détester, mais la fonction quand même prioritaire du marketing, c'est bien de te faire désirer des choses dont tu n'as pas forcément besoin. Tu vois, donc le marketing de l'innovation, ça existe. C'est une sous-discipline. Mais au-delà de ça, et pour être plus rigoureux, ce qui va rendre une nouveauté désirable, c'est que d'abord, elle a une utilité avérée, qui procure une forme d'amélioration de ton bien-être, quoi. Donc ça me semble une première chose. Ensuite, si les prix sont corrects, tu vois, si c'est facile à utiliser, à comprendre, enfin tout ça, ça fait partie des choses qu'on maîtrise bien. Mais ça, c'est des choses qui sont des caractéristiques en fait intrinsèques à l'innovation et qui font qu'en effet, elle trouve sa place dans ton mode de vie ou dans une entreprise. Alors, en management, on parle surtout de diffusion de l'innovation. Tu vois, c'est vraiment le terme qu'on consacre. Et il faut vraiment voir ça un petit peu au sens de la viralité et la proximité avec ce qu'on ferait en épidémiologie, elle est assez forte, en fait. Une innovation, ça naît quelque part et ça se propage. Ça se propage par des individus, par toutes sortes de mécanismes, le bouche à oreille, l'observation, etc. Et à la fin, ça peut devenir comme ce qu'on dirait un standard, quoi. Tu vois, c'est que tout le monde a adopté cette nouvelle innovation qui permet de... Et puis, des fois, elles peuvent se faire la guerre. On parle de guerre des standards, où il peut y avoir de la compétition, etc. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que aussi, je pense que en termes de diffusion, toutes les innovations se valent pas. Je pense que les innovations techniques, par exemple, se diffusent pas de la même façon que les innovations sociales. Elles vont pas être virales de la même façon. Et c'est quelque chose qui est intéressant à souligner parce que, notamment dans le cadre d'innovation technique, c'est important de rappeler qu'il y a des institutions qui encadrent l'usage et la marchandisation de certaines techniques.
Et donc, souvent, on en parle comme s'il y avait des lois naturelles qui veulent que nécessairement le dernier iPhone va se répandre. Et pourtant, on a quand même un contrôle a posteriori dessus, notamment vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des modes d'organisation collectifs. Alors, évidemment, c'est aux antipodes de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais je trouve que c'est toujours intéressant de rappeler qu'il peut exister des gouvernances des techniques et que effectivement il y a des diffusions et qu'en même temps on peut avoir des contrôles sur ces diffusions, qu'elles n'ont pas vocation nécessairement à avoir lieu. Et on pourrait parler par exemple en termes de contrôle des techniques par exemple de l'automobile qui a une vitesse restreinte en centre-ville par exemple, on n'a pas le droit de conduire à la vitesse qu'on veut, ou des armes à feu qui ne sont pas en libre circulation en France en tout cas. Et pourtant, il y a des voitures qui dépassent complètement les limites autorisées sur les routes. Et donc, Oui, il peut y avoir des c'est-à-dire comportements... qu'on crée quand même des produits qui... Enfin, c'est-à-dire qu'on a innové pour créer des produits qui sont capables d'aller à 160, 170, 200 km/h, alors qu'en vrai, Mais c'est pas légal. C'est pas légal d'aller à cette vitesse-là. je sais bien, mais j'en ai pas là pour promouvoir le non-respect des lois. Hein, mais Non, mais par contre, c'est un vrai débat parce que la Commission européenne a tendance quand même à légiférer plutôt en faveur des consommateurs européens ou des citoyens. Et certains qui seraient du côté du monde de l'innovation et du financement de l'innovation pensent qu'il y a trop de règles a priori et ça empêche de jouer une concurrence saine avec d'autres continents ou d'autres pays. Et je pense notamment à la Chine qui avance beaucoup par essais-erreurs et sans réelle réglementation. Donc si on pense à des innovations en santé, dans le domaine du génie robotique, des matériaux ou des grandes plateformes numériques, l'exploitation des données, bah en fait, en effet, on a en France et en Europe singulièrement des lois qui sont plutôt là pour protéger. On ne peut pas tout faire et n'importe comment. Il y a des comités d'éthique, etc. Là où d'autres continents ou pays avancent de fait plus rapidement, aussi parce qu'il n'y a pas ces règles, quoi. Donc ça a des vraies conséquences quand même sur le rythme de production de l'innovation et sur la capacité à tester rapidement des choses. Et puis si ça ne marche pas, c'est pas grave, quoi. En fait, on change et on teste autre chose. Ça peut poser effectivement la question aussi de la désirabilité de ces innovations. Alors, est-ce que c'est désirable d'en tester aussi fréquemment ? Est-ce que c'est désirable de souhaiter en produire tant que ça dépend en fait. C'est vraiment des choix collectifs En tout cas, il me semble qu'on pourrait se poser tous ensemble. Et c'est intéressant parce que ça me fait penser au principe responsabilité de Hans Jonas qui a permis d'introduire le principe de prudence en droit. En tout cas, c'est une des origines du principe de prudence en droit en Europe. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est quelque chose qui doit être réfléchi en amont. Est-ce qu'on peut prendre tous les risques et continuer d'être responsable vis-à-vis des générations futures? C'est loin d'être évident. Est-ce que la stratégie finalement chinoise ou américaine a vocation à se diffuser ou pas? C'est hyper intéressant. Non, on n'a pas la réponse en fait. On n'a pas le contrefactuel pour savoir si l'Europe irait plus vite sans ces réglementations. Mais après, est-ce que l'Europe irait plus vite si elle... j'ai pas toute la connaissance sur les décisions européennes en termes d'innovation, mais alors il y a quand même une envie de pousser, d'investir, mais est-ce elle investit maintenant? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que... Enfin voilà, et ça me vient un peu... le sujet un peu suivant, c'est... Alors, on va sortir un peu de l'innovation, mais c'est notamment sur la question du numérique, c'est-à-dire qu'on s'est complètement fait dépasser aujourd'hui par rapport aux États-Unis notamment et aux entreprises états-uniennes. Et aujourd'hui, l'Europe régule ses entreprises parce qu'elle n'a pas pris la marche au moment où, en fait, peut-être qu'il fallait, quoi, il y a 30 ans. Quoi. Enfin, je ne sais pas si je dis qu'il y a 30 ans, mais peut-être que c'était... c'est dans mon idée, c'est ça. Donc, est-ce que c'est pas... Ça me fait un peu la question maintenant, c'est est-ce que nous, par exemple, si on prend l'exemple de l'Europe, on n'est pas juste complètement largué, quoi? Est-ce qu'on peut rattraper ce truc-là? Ça dépend de quoi on parle et de quelle technologie on parle. Ce qui est certain, c'est que le numérique, globalement, aujourd'hui, c'est un terme là aussi un peu chapeau qui recoupe beaucoup de choses. Mais si on remonte juste sur l'histoire de l'Internet, si on pense que c'est né un peu dans les années 50-60 et puis à la fois aux États-Unis et en Europe, et que le grand public a découvert ça globalement à la fin des années 1990, 95, 96, la France fait largement aussi bien que ce qui se développe au même moment aux États-Unis. Ça va alors. Voire même mieux. On a les chercheurs, on a les idées, on a les technos, on a une industrie, des télécoms singulièrement, donc on a tout ça en fait. Et là où les choses vont singulièrement déraper,
c'est qu'il y a aux États-Unis une vraie culture de l'entrepreneuriat individuel, au sens de ce qu'on qualifierait parfois de culture de la Silicon Valley. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il y a du financement. Il y a du financement en capital risque, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la technologie, qui comprennent ce qui se joue là, et donc ils sont capables de mettre assez rapidement de l'argent sur une entreprise comme Facebook, quoi, dès le début des années 2000. Or, c'est un réseau social qui est moitié un truc de dating, il n'y a pas d'argent à gagner là-dedans, on ne connaît pas le modèle économique, mais c'est pas grave, on y va. Au même moment en France, il y a les copains d'avant.com. C'est le même service, ça produit la même valeur pour les utilisateurs, mais il n'y a pas un financeur ou un investisseur qui va se dire je mets 50 millions là-dessus, le gars il a 21 ans, il n'a pas fait d'études, enfin ça n'existe pas cette culture-là en France. Donc en fait, toutes ces idées, on les amorce, on les prototype, ça va être en ligne, mais derrière, il n'y a pas les relais de croissance parce qu'il n'y a pas les financements. Et au plus haut sommet de l'État, il n'y a aucune culture entrepreneuriale. C'est-à-dire que c'est le royaume des grands groupes, et l'innovation, c'est d'abord les grands comptes, et c'est aucunement cette culture de la start-up, en fait, qui viendrait de n'importe où. Donc ça, c'est notre immense défaut culturel, qui a aujourd'hui un peu été comblé, je dirais, mais ça nous a vraiment mis loin derrière, et en effet, dans des économies à effet de réseau, on a complètement perdu cette bataille-là. Mais sur d'autres technologies, on n'est pas forcément à la rue, et en santé, on considère que là encore, on a notre carte à jouer, et ou sur des niches, on a encore des cartes à jouer, mais le constat, c'est quand même que la Chine aujourd'hui fait des TGV aussi bien que nous, voire mieux, fait des avions aussi bien que nous, voire mieux, fait des centrales nucléaires aussi bien que nous, va aller sur la Lune. Bon, voilà. Bah, la Chine, oui. Enfin, je pense que la Chine, aujourd'hui, c'est quand même un acteur... on ne peut pas l'ignorer, quoi. Non, ça devient dominant. Oui. Vraiment. Tu veux rajouter quelque chose à ce sujet-là ou... Pas nécessairement, mais c'est intéressant ce que tu soulignes encore une fois, parce que le côté, il y a des innovations qui peuvent être portées par des grandes entreprises et d'autres par des startups qui n'auront pas nécessairement les mêmes impacts, etc. C'est intéressant, et aussi le manque de développement de capital risque en France, qui cherche à être comblé en partie par la création notamment de la Banque publique d'investissement, donc qui cherche justement à stimuler ce type d'investissement en France. Voilà, c'est plus quelques éléments comme ça qui me venaient, je sais pas trop quoi en faire, je les mets là. Non, mais c'est voit ce qu'on important. en fait, mais... Le financement, c'est vraiment fondamental. Hein, Oui, tu parles de la Banque publique d'investissement, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que pour expliciter un peu, qu'est-ce qu'ils font? On parle du fait d'investir, mais c'est quoi leur rôle, en fait? Tu veux ou... Vas-y, je t'en prie. En fait, principalement, la BPI, c'est donc un acteur de l'État. Qui vient plutôt financer l'amorçage en fait des projets, et qui vient d'une certaine manière apporter une forme de caution de l'État pour des investisseurs qui viendraient sur des séries suivantes. Donc en effet, ça a plutôt ce rôle de réduire le risque perçu autour d'un projet. La BPI est allée, c'est de l'argent public, donc voilà. Donc les investisseurs vont se dire, oh bah c'est peut-être une raison d'y aller aussi. Ouais, mais ça reste un signal ambivalent parce que c'est l'État, et donc l'image de l'État dans l'entrepreneuriat, c'est jamais complètement immédiat non plus, c'est lourd, c'est pesant, ça va pas vite, c'est pas compatible avec parfois le financement de l'INO, quoi. Bah, c'est intéressant, mais ça me fait penser à un documentaire, notamment sur la Silicon Valley, là, c'était une série documentaire sur ce sujet-là, où à l'époque, donc dans les années 50, 60, l'État américain, enfin l'État états-unien, a énormément investi aussi dans l'innovation et donc en fait, il y a cette culture entrepreneuriale, mais en fait, il y avait aussi un investissement de l'État vers ces entreprises-là. Enfin, dis-moi, je me trompe, hein, mais... Non, mais moi, j'apporterais juste une petite nuance à ça. Okay. Et Yoann, n'hésite pas à me couper parce que sinon, je peux être très bavard. En fait, ce que le gouvernement américain va financer dans les années 50, dans un contexte de guerre froide, c'est la recherche de technologies qui vont permettre de battre l'ennemi, en fait, qui est à l'Est et qui s'appelle l'URSS. La recherche, et donc ce sont les universités qu'on va très largement financer. Ce sont les départements de recherche et des chercheurs, avec un objectif là, prioritaire, qui est énoncé au nom de l'État et du citoyen américain. Il faut soit avoir des missiles plus forts, soit aller sur la Lune, soit avoir des satellites et des choses comme ça. Et donc ça met en mouvement, d'une certaine manière, des complexes qu'on appelle un peu académico-militaro-industriels, qui sont très nord-américains et états-uniens, autour de l'université de Stanford, dans la Silicon Valley,
autour du MIT sur la côte Est. Et donc, tu as des grands pôles de recherche en sciences dures, électronique, informatique. Et ça, c'est quelque chose de puissant. C'est-à-dire que si tu finances tes universités, tes chercheurs et tes étudiants, tu crées comme une base extrêmement large à partir de laquelle tu peux piocher des compétences et des connaissances. Et l'argent public a cette vocation-là, en fait. C'est que ça enlève toute pression aux chercheurs, qui peut aller dans tous les sens et de façon tous azimuts. Et ça a permis de produire des choses qui ont été la micro-informatique ensuite. Ça a des conséquences aujourd'hui pour nous, quoi. Enfin, C'est la question toujours de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Qu'est-ce qui doit être le plus mis en avant, le plus soutenu ? Je ne sais pas si c'est facile de trancher sur cette question, je ne pense pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, se poser la question de la liberté dans la recherche, particulièrement dans la recherche publique aujourd'hui, c'est vrai que en tout cas, ça a beaucoup évolué. Et maintenant, en tout cas, ça fonctionne beaucoup plus par projet, par justement orientation générale. Et donc, la liberté peut-être, en tout cas, dans la recherche publique aujourd'hui, peut être un peu différente de celle dont on parlait là à l'instant. Je ne sais pas. Mais si tu regardes quand même, l'une des explications de pourquoi la Chine est devenue aussi puissante et aussi rapidement, c'est qu'elle couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la connaissance et des innovations. C'est-à-dire que au départ, ils ont commencé par faire de la rétro-ingénierie, donc ils ont acheté des produits occidentaux qu'ils ont déconstruits, pièce par pièce, ou logiciel, ou ligne de code par ligne de code, pour apprendre comment on avait fait. Et pour pouvoir comprendre ce qui se passe là, tu as besoin d'étudiants, de gens diplômés, qui peuvent absorber ces connaissances-là. Voilà. Et à partir de là, ils ont construit des universités qu'ils ont financées, mais fortement en fait. Ils ont fait venir des professeurs à la retraite, occidentaux, des Américains, des big stars. Et donc, ils ont transféré de la compétence et de la connaissance en fait. Mais ils ont fondamentalement financé la recherche académique. Et aujourd'hui, c'est ça qui leur permet, en bout de chaîne, d'être hyper efficace sur les robots humanoïdes, si on regarde ce qui se passe là-bas, sur l'IA, c'est assez fou, sur la santé, enfin, ils sont sur quasiment tous les segments, là, à haute consommation technologique et de connaissances. Mais au point de départ, il y a le modèle des universités américaines. Et c'est ça qu'ils copient, quoi. Et ils ne copient pas le modèle français. Ah non, non. Je me doute que non, oui. Mais c'est pour ça que c'était un exemple intéressant, parce on se fait... J'ai l'impression qu'il y a quand même... il y a la Chine maintenant qui a repris ce modèle-là, mais du coup... Souvent, on se compare aux États-Unis parce que c'est des Occidentaux, mais c'est vrai qu'on se dit, en fait, on a pris le train de retard, on est derrière, quoi, parce qu'on n'a peut-être pas investi, alors qu'on avait probablement les ressources pour le faire. Mais bon, après, c'est un choix de gouvernance, du coup. Oui, exactement. Ouais, et politique, là, presque. Et politique, au-delà de la gouvernance, c'est de dire, on ne va pas investir là-dessus, quoi. Après, je ne sais pas si... En tout cas, je pense que particulièrement là aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs façons d'organiser politiquement, d'un point de vue en tout cas collectif, le financement de l'innovation, en tout cas de la stimuler. Maintenant aussi, avec la crise écologique qui se renforce, il y a aussi la question de la désirabilité de la diffusion de certaines innovations et de leur financement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est tant que ça une bonne nouvelle que la Chine, les États-Unis envoient des fusées dans l'espace ? On pourrait se poser la question. Alors, c'est des prouesses, je suis d'accord. Ils ont les moyens de le faire parce qu'ils se sont créés l'environnement pour le faire. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite ? Je ne sais pas. Et je sais que aussi, dans les sujets de conversation qu'on va peut-être aborder, il y aura l'IA. Est-ce que c'est bien désirable de diffuser l'IA dans les activités économiques, qu'elles soient productives ou de consommation ? Et est-ce que c'est soutenable écologiquement ? C'est plusieurs questions qui, en tout cas, m'interpellent et me font me dire qu'il y a un avenir assez intéressant à voir du côté de la gouvernance des techniques et peut-être aussi de leur traitement d'un point de vue plutôt politique. Et je sais qu'on pourrait parler, par exemple, de la restriction de certains usages associés à certaines techniques, notamment qui avaient pu être proposées dans la Convention citoyenne pour le climat, etc. Non, mais c'est vrai, il y a dans cette espèce d'univers qu'on pourrait appeler un peu de techno-capitalisme, où finalement, il n'y a pas vraiment de question de limite. Juste de façon anecdotique, il faut se rappeler que Elon Musk, pour prouver la fiabilité de ses fusées SpaceX, a envoyé une Tesla dans l'espace. Et là, on peut aller sur une chaîne YouTube qui permet de voir une Tesla en direct qui flotte dans l'espace. Voilà, tout ça n'a aucune forme d'intérêt. Aucun, et c'est de la pollution. C'est évidemment une forme de pollution qu'on ne sait pas bien qualifier d'ailleurs. Mais c'est ça.
ce que ça produit aussi, ce système-là qui est très largement financé et qui C'est pour pense ça qu'il faut faire plus. quand on dit qu'il y a une course, qu'on est en train que potentiellement on a pris du retard, alors effectivement, ça pose des questions en termes de géopolitique et de souveraineté. Qui possède les données? Aujourd'hui, c'est quand même une question extrêmement importante. En dehors de ça, il y a aussi qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour le futur en termes de technologie et en termes d'orientation de l'innovation, justement. Si on repart sur l'idée que répondre à un même problème, on peut se faire via plusieurs innovations différentes. Du coup, la question, c'est comment on sélectionne celles qui nous intéressent le plus et quelles orientations, en tout cas, comment on oriente la recherche dans cette direction, par exemple, etc. Bah, je vous pose ces questions-là parce qu'évidemment, c'est normal d'aller chercher l'extrême, mais dans l'idée, cette question de la désirabilité, si on prend l'IA par exemple, aujourd'hui, dans nos usages en tout cas, elle s'est imposée. Dites-moi si je me trompe. Ça s'est imposé dans les usages, dans la population, en tout cas dans les métiers surtout du tertiaire. Moi, je le vois dans mon métier, l'IA, elle est là, elle est présente, on va l'utiliser. L'IA générative, j'entends. Elle est présente dans d'autres domaines qu'on voit moins. Mais derrière, elle pose des grosses questions environnementales. Je pense que de toute façon, à partir du moment où dès 2022, avec ChatGPT, c'est arrivé, on a commencé à utiliser ChatGPT, on a tout de suite commencé à parler de la consommation d'eau, de la consommation d'énergie. Aujourd'hui, en France, on n'est même pas en capacité, avec nos centres de données, data center, je l'ai traduit, on n'est même pas en capacité de stocker toutes les données, tous les besoins, de répondre aux besoins des usagers de l'IA. Donc en fait, on est dans cette espèce de situation où à la fois on tend vers ça et en même temps, est-ce qu'il ne faut pas prendre d'autres décisions dans les questions de transition écologique? Je ne sais pas, est-ce que ça vous fait réagir là-dessus Non, mais c'est un très gros sujet. Après, ces formes d'innovation-là, qui sont des innovations très numériques, je dirais, depuis assez longtemps, elles ont toujours un peu deux faces. Il y a toujours une forme d'ambiguïté avec ces choses-là. Ça produit des choses positives et simultanément, ça produit des choses négatives. Bernard Stiegler, il parle de pharmacon, en fait, à propos de ces choses-là. Je pense que c'est un terme important. Parce que l'IA, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu commences à jouer avec ça, tu te dis « Ouh, j'ai trouvé mon meilleur ami, là ». Tu vois, et dans toutes sortes de catégories de métiers, assez rapidement, ça a trouvé sa place, en fait. Alors, il y a un petit coup d'entrée, mais c'est assez facile d'usage, finalement. Après, il faut savoir bien prompter, mais c'est une autre question. Quand OpenAI sort ChatGPT à l'automne 2022, j'ai plus le chiffre exactement en tête, c'est le taux d'adoption le plus rapide qu'on ait vu sur les innovations numériques sur les 10 ou 15 dernières années. En fait, c'est considérable la vitesse à laquelle les gens se sont emparés de l'outil. Alors évidemment, comme beaucoup de choses qui relèvent du numérique, on oublie totalement que c'est matériel. Il y a une vraie matérialité, c'est-à-dire qu'il y a des câbles, il y a des signaux électriques, ça consomme de l'énergie, c'est stocké quelque part. Il y a des matériaux qui sont utilisés pour la fabrication. Absolument, absolument. Et ensuite, là, spécifiquement sur ces technologies-là, qui sont basées sur des mathématiques un peu avancées, de l'algorithmique, de la probabilité, de la stochastique, il faut beaucoup de données pour beaucoup entraîner, donc ça tourne beaucoup, et à très haute intensité. On entend tous là, les choses autour de NVIDIA, qui fournit un peu le matériau nécessaire, des puces qui ont des propriétés singulières. Et l'argent, on voit que les montants sont considérables. On parle tout de suite de 10, 20, 50, 100 milliards. Alors que l'unité de compte de la génération numérique précédente, c'est le million. C'est-à-dire lever 100 millions, quand vous êtes Instagram ou Google ou peu importe, c'est-à-dire ces boîtes-là qu'on appelle du Web 2, c'est déjà une formidable prouesse. Et maintenant, si on est Mistral et si on veut marquer, il faut dire j'ai levé 100 milliards. Et là, la start-up de Yann Lequin, MI Labs, là qu'il a monté à Paris, donc l'ancien directeur de la recherche en IA chez Facebook Meta, c'est 100 milliards, quoi. Ça levée de fonds. C'est des budgets d'État, quoi. C'est-à-dire que effectivement, je sais pas, c'est compliqué d'aller sur le terrain de la géopolitique, mais ces big techs sont clairement des objets politiques aujourd'hui, et eu égard aux montants financiers manipulés et à leur niveau d'influence sur les sociétés. Mais donc ça consomme de la ressource, mais comme on a rarement vu précédemment, et avec des conflits d'usage. Pour refroidir des serveurs, il faut prendre de l'eau.
bon, bah, c'est autant d'eau qui peut ne pas couler de ton robinet. Mm. Pour faire tourner des data centers, il faut consommer de l'électricité. Bah, c'est peut-être de l'électricité qui va être coupée chez toi parce que tu habites à côté. Mm. Donc ça, c'est de l'arbitrage. Mais toi, tu connais ça mieux que ça, peut-être Bah, non. je- Ouais. Alors l'IA, moi, c'est pas particulièrement. Ouais, non, mais sur les ressources ou les conflits. En tout cas, c'est Usage. quelque chose qui m'intéresse, Ouais, effectivement. ouais. C'est ce que j'ai trouvé super, c'est la question. Les innovations, elles ont tendance à produire du négatif et du positif. Et on parlait de la régulation justement en Europe. Et ben, elle a justement vocation à permettre d'appréhender les effets négatifs et positifs avant qu'on mette en circulation des choses qui peuvent être potentiellement délétères. Alors on peut pas tout présager, mais en attendant, on peut quand même essayer de se prémunir un petit peu. Et donc, c'est justement l'opposition, par exemple, entre la Chine ou les États-Unis, où ça va très rapidement mettre en place des innovations, à essayer de les développer, et en Europe, où on va peut-être peser un peu plus le pour et le contre. Donc, c'est deux modèles de société qui s'affrontent, mais à une époque où ce qui est dominant, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'être en avance technologiquement, c'est d'avoir le pas supplémentaire sur la technologie notamment. Donc, ça pose la question du coup de la concurrence permanente et de l'avantage que ça procure d'un point de vue géopolitique. Mais du coup, ce que tu dis là, c'est en fait l'Union européenne, elle régule a posteriori, c'est-à-dire que là, en fait, on est déjà dans une situation où de toute façon, il y a une prise en main qui est, complètement, qui s'est complètement, je veux dire, ça s'est imposé dans nos usages, en tout cas dans beaucoup de métiers. Et donc là, a posteriori, l'Europe vient réguler pour essayer de trouver un équilibre entre les effets positifs et les effets négatifs. Du coup, est-ce que finalement, est-ce que ce serait possible d'anticiper tout ça ou en fait, on peut juste attendre que ça arrive et puis on fait aller après. Bah, avant de parler de régulation, pour moi, il y a un autre élément qui est essentiel à comprendre et qui fait justement le pourquoi ces deux pièces, ces deux faces existent. Par contre, elles ne sont pas bien comprises simultanément. Parce que aussi, dans la logique de conception et dans la logique de l'innovation, très souvent, quand on parle de technologie, c'est le monde des ingénieurs qui est dominant. Et donc, c'est des technos qui sont d'abord et avant tout pensés aussi comme des espèces de prouesses techniques, intellectuelles, mathématiques, scientifiques. On a levé des verrous, comme on dit souvent. Et la dimension critique de ce que je fais, elle n'est pas forcément présente. Mais ça, c'est tout à fait naturel. En fait, les gens, ils vont pas se dire, ce que je fais, ça va produire plein d'effets négatifs. Bah non, c'est hyper excitant parce que... Voilà. Et donc, la finance, elle va plutôt quand même s'orienter vers ces gens qui disent, j'ai levé des verrous, et puis tu vois, ça va permettre d'améliorer grandement l'efficacité d'eux, etc. Alors, on peut... Et ça a un peu évolué. On peut former différemment les scientifiques et les ingénieurs en disant il faut aussi avoir une posture critique, il y a de l'éthique, tout ça. Mais c'est rarement dominant. Ça vient pas premier, ça vient secondairement. Je vais veiller à respecter un cahier des charges. Il y a d'autres sciences, en fait, qu'on mobilise très peu et très mal. Ce sont les sciences sociales. Et elles, à l'inverse, leur posture, ça serait d'emblée, comme elles ne fabriquent pas la technologie par définition, mais elles peuvent la commenter, elles peuvent l'analyser, elles peuvent regarder comment elle s'impose ou pas dans des sociétés. En fait, là, la posture, elle est parfois plus critique. Et cette alliance des deux, elle se fait pas toujours bien, en fait. Et si on l'avait dès l'amont, dès le design de l'innovation, en fait, c'est pas impossible que, effectivement, on avance sur cette ligne de crête et qui permettrait, en fait, d'inventer aussi des formes d'innovation qui seraient beaucoup plus ancrées dans une culture européenne, ou justement veillant à, mais sans perdre en performance. Et même si on parle, dans toutes les universités, dans la mienne en particulier, d'interdisciplinarité, de croisement des filières, c'est pas toujours le cas. C'est pas forcément la réalité. Non, mais parce que l'argent va pas là-dedans, en fait. L'argent, ça va dans les trucs techno, quoi, avec des sciences dures ou de la santé ou du monde de l'ingénieur. Mais c'est intéressant parce que est-ce que c'est possible de conserver des innovations qui sont aussi performantes, en tout cas d'un point de vue concurrentiel, tout en ayant ce recul-là systématique, en tout cas ces investissements-là en études de SHS sur les effets derniers de ce qu'on développe. C'est peut-être que ça générerait des ralentissements, ça générerait des surcoûts qui les rendraient moins performantes justement, et qui peut-être déstabiliserait en tout cas. En tout cas, on n'a pas... Moi, j'ai pas... Alors, effectivement, je dois me tromper, mais autant j'ai participé dans beaucoup de projets collaboratifs où j'étais comme une espèce de caution dans des projets portés par des gens qui venaient du monde des sciences dures. Okay. Et donc, pour pouvoir être financé par l'ANR ou une région, peu importe,
il fallait l'alliance des disciplines, donc en effet, tu viens là. Mais j'ai très rarement vu, ou j'ai même jamais vu l'inverse. C'est-à-dire qu'un projet qui serait porté par des chercheurs en sciences sociales, et là-dedans, il y aurait des gens qui viendraient du monde de la physique, de l'électronique ou de l'informatique, et qui viendraient en fait un peu t'aider à mettre en matière ou en prototype technique ce que tu as pensé, toi. Dans ce sens-là, je vois très peu en fait d'appels à projet ou voire même de financement. Donc, c'est bien que c'est des sciences qui servent un peu en vernis, mais qui ne sont pas là au cœur en fait, du modèle de l'innovation. Mais du coup, c'est toujours la même question. Je crois qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, en tout cas avant le début de l'émission. On parlait du passager clandestin, du fait que, en fait, on a toujours intérêt à attendre que les autres fassent le premier pas, en tout cas dans un système concurrentiel, et pour bénéficier des effets positifs, justement, du développement, en tout cas de l'initiative prise par les autres. J'ai peur en tout cas que dans un système concurrentiel tel que celui qu'on connaît aujourd'hui, ce type d'initiative absolument vertueuse, malheureusement, génère juste des ralentissements vis-à-vis des autres, et que finalement, on en revienne à ce qu'on disait là tout à l'heure. L'Europe a pris du retard, la Chine, elle expérimente à toute berzingue, et du coup, comment dire... Ouais. Mais est-ce qu'on a envie finalement aussi de... C'est un peu la question, c'est finalement on a envie et est-ce que c'est nécessaire qu'on aille vers des innovations hyper high-tech? Oui. Est-ce que ça répond finalement à des vrais besoins, sachant que la réalité aussi, c'est il y a un changement climatique et on nous dit qu'il faut qu'on pense à la sobriété et qu'on fasse attention à ces choses-là. Mais en même temps, c'est pas dans l'intérêt des entreprises. Voilà. Bah si, ça peut. Enfin, ça dépend comment tu te construis en tant qu'entreprise et autour de quelle forme de modèle économique. Tu as quand même aujourd'hui des choses qui ont émergé, qui commencent à se stabiliser. Après, ça passe pas forcément l'échelle, donc c'est pas forcément visible, mais tu as des entreprises qui se revendiquent de l'économie circulaire, tu as des entreprises quand même qui se revendiquent d'une autre forme d'organisation beaucoup plus communautaire, des coopératives. Alors, plus souvent, par contre, c'est que ça se joue à l'échelle de territoire, voire même parfois de l'urbain, de la rue, du quartier. Donc c'est là où, en fait, on change d'échelle. Et dans une forme de monde un peu idéalisé, évidemment, ce serait la mise en réseau de toutes ces initiatives locales qui pourraient faire système et venir balancer ou, quelque part, challenger un système beaucoup plus capitaliste qui, lui, impose des règles à une échelle beaucoup plus globale. Mais ça, c'est pas simple, en fait, de coordonner, en fait, toutes ces initiatives et de les rendre compatibles aussi les unes avec les autres. Ça demande un effort supplémentaire de faire fonctionner ces organisations-là contre une structure qui, finalement, les valorise pas, ou même leur met des bâtons dans les roues, potentiellement, puisque les financements qu'elles pourront obtenir sera toujours sous condition de rentabilité et de remboursement, enfin, en tout cas, la plupart du temps. Et est-ce qu'il y aurait des leviers potentiels pour, justement, les mettre en réseau? Je sais pas, ou pas du tout. En tout cas, on est sur un terrain fondamentalement de l'expérimentation. C'est-à-dire que on n'a pas quand même derrière nous cette histoire du capitalisme, on va dire fin du 19e, tout le 20e et 21e, qui a quand même donné les règles du jeu. Et on sait comment ça fonctionne. Et donc c'est assez facile d'apprendre et de reproduire. Là, on est dans un terrain beaucoup moins connu, beaucoup plus incertain. Donc selon moi, c'est là où on retrouve la vertu de l'argent public, qui a vocation à justement investir ce terrain-là où il n'y a pas forcément de rendement économique attendu immédiatement, et puis jouons le rôle de défricheur, et si après l'argent privé souhaite s'emparer en fait de ces affaires-là, qu'elle vienne faire le relais pour développer mais l'argent public, et là pour le coup on peut l'imaginer à toutes les échelles, ça peut être à l'échelle de l'État, donc les universités évidemment, mais malheureusement c'est pas le chemin qui est pris, mais à l'échelle des régions, à l'échelle des métropoles, à l'échelle des communes. Tout ça, ce sont des échelons qui sont assez pertinents sur la base de quelques investissements, on va dire, pris sur la manne publique pour tester des choses. En tout cas, je sais qu'à Nantes Métropole, c'est une direction qui est assez assumée, avec des expérimentations et des choses qui se regardent, en fait, et qui se font. Donc ça voudrait dire, en fait, là, depuis tout à l'heure, on parlait justement de ces grosses entreprises multinationales, voilà, et finalement, peut-être que une autre façon de voir les choses est de changer de regard et d'aller plutôt sur du territorial, sur du local, qui pourrait peut-être permettre finalement d'être plus proche aussi de la réalité des usagers, des citoyens et répondre directement à leurs besoins.
Ça, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, moi, je veux pas mettre les choses en opposition, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des zones de complémentarité à identifier Mhm. qu'on connaît extrêmement mal. Parce qu'il y a culturellement des logiques de défiance, parfois même il y a des postures politiques, hein. Tu pourrais dire d'un côté, il y a des gens qui sont pour un autre monde, je le mets entre guillemets, Mhm. hein, et donc contre le capitalisme. Enfin, tu vois, tout de suite, tu peux partir dans Bien dans sûr. des formes de caricature, et c'est là où tout le monde se crispe, quoi. Mm. Parce que politiquement, ça va s'incarner aussi avec des votes, des militantismes. Donc ça, c'est là où on voit pas très bien comment tout ça s'assemble, comme dans les Lego, quoi. Donc, Ah, on parlait tout à l'heure, donc avant l'émission, on parlait de la Convention citoyenne pour le climat, où en fait on a mis des gens ensemble et on leur a apporté des données, de la connaissance, et puis peut-être que ces gens, finalement ces gens étaient peut-être très opposés sur pas mal d'idées, et ils ont quand même réussi à se mettre d'accord parce qu'on les a rassemblés collectivement pour prendre des décisions. Bon, après, le résultat, chacun s'en saisit comme il veut. Mais du coup, il y a quand même, si c'est possible d'institutionnaliser et de mettre en commun, enfin, comme par exemple l'exemple de Nantes Métropole, donc c'est possible d'investir là-dedans et d'aller vers ça. Je pense, Oui, de valoriser des modes de délibération citoyenne, c'est une excellente idée, en tout cas pour trouver des réponses à l'échelle locale. Mais encore une fois, ces réponses à l'échelle locale, potentiellement, elles vont valoriser des formes de sobriété, qui incluent aussi des formes de décroissance, en tout cas qui ne valoriseront pas la croissance du PIB, et qui peuvent donc s'opposer à des objectifs politiques plus grands. Par exemple, si le gouvernement français fait de la croissance son objectif, valoriser des délibérations citoyennes au niveau local qui vont finalement mener à des solutions qui valorisent la sobriété, c'est pas, ça a pas vraiment sa place dans son agenda politique du coup. Mais pourtant, quand il y a des réalités géopolitiques comme à l'époque, la guerre en Ukraine, on nous a dit il faut couper son chauffage, mettre son chauffage à 17 ou je sais plus, Oui. et porter des pulls, quoi. Donc en fait, La fameuse sobriété. voilà, mais sobriété contrainte, mais finalement sobriété contrainte pour plein de gens déjà de base. Oui. Hein, donc c'est, mais comment, ça vient complètement en opposition à ce qu'on disait là. Tu as évoqué la question de la décroissance, de la sobriété. Ça vient complètement en opposition avec ce qui se passe plutôt, avec ces deux grands géants que sont la Chine et les États-Unis. Ils vont pas du tout dans ce sens-là. Et c'est complètement ces deux mondes qui se croisent, quoi. Qui s'opposent. Si je peux rebondir rapidement, je pense que c'est ce que je voulais introduire tout à l'heure avec l'idée de passager clandestin. C'est qu'il y a toujours ce côté où on va regarder autour de nous, on va se dire mais si les autres font rien, nous, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce qu'on fasse quoi que ce soit. Là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en fait. On est en train de dire ouais, il y a les États-Unis, ils font ça, la Chine, ils font ça, et nous, on est en retard, donc il faut qu'on prenne le pas. Pas nécessairement, non, on peut complètement faire autre chose. Et par exemple, si on considère que l'innovation, c'est quelque chose d'extrêmement vaste, pourquoi pas poser des questions justement d'innovation au service de la sobriété, par exemple, et d'organisation collective locale, etc. Maintenant, ça inclut également, de fait, des conséquences au niveau, par exemple, national, ce qui signifierait, par exemple, la croissance, peut-être qu'elle aurait moins de place dans les projets politiques d'avenir. Donc, ça poserait aussi des questions de répartition des richesses. Et là, c'est pareil, c'est une question qui n'est pas évidente, mais qui mérite d'être posée. Voilà, c'est plein d'éléments. Ça voudrait dire que au niveau national, là on parle de la France, mais peut-être au niveau européen, on pourrait être dans utiliser les outils qui nous sont numériques comme ils peuvent être existants déjà aujourd'hui, mais aussi proposer un autre modèle et être moteur sur quelque chose de différent dans ces sujets-là. C'est un peu ça aussi la perspective. En tout cas, oui, il y a vraisemblablement des voies à explorer, mais je voulais juste revenir un instant avant de revenir sur cette idée-là. Pardon. Non, mais parce que la Chine, on oublie aussi quelque chose avec la Chine. C'est qu'en effet, c'est un monde de production où on consomme énormément de matière et on produit énormément d'objets. En revanche, la Chine, elle a aussi simultanément pris la mesure de ce qu'était sa consommation d'énergie extrêmement carbonée, centrale à charbon principalement, c'était ça, comme ça existe encore dans beaucoup de monde. Et ça fait quand même depuis une vingtaine d'années qu'elle a engagé une transition énergétique qui est beaucoup plus économe, en fait, et non polluante. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le centre du monde de la fabrication des panneaux photovoltaïques. L'énergie solaire, c'est assez extraordinaire. Le vent a été développé. Donc, ils ont fabriqué des voitures électriques avant tout le monde en très grande quantité, qui sont en train de nous réexporter. Ça pourrait faire extrêmement mal à l'Europe, qui a quand même fondé une grande partie de son avantage concurrentiel au niveau mondial
sur sa capacité à faire des voitures, et en particulier pour l'Allemagne. En France, on a quand même aussi des grosses industries, l'Italie, l'Angleterre, enfin tout ça, c'est une histoire européenne, fondamentalement. Et là, on va voir arriver en masse des voitures de très haute qualité, Ouais. très dotées en technologie, à tort ou à raison, peu importe, mais là, c'est le consommateur qui va décider. Bien sûr. Si pour 20 000, il peut avoir une BYD, en fait, qui est infiniment plus belle, efficace, fiable La qu'une Renault. Zoé. Non, mais voilà, ça va se jouer là, en fait. J'ai pensé à Eh ça. ben, en fait, on va avoir un gros problème industriel, quand même. On n'est pas censé faire de pub, mais, Non, mais... mais dans l'idée, oui. Mais après, Donc, je veux dire, la transition énergétique, elle est aussi pensée par des pays qui, malgré tout, apparaissent peu sobres. Et donc, les Chinois, ils font les choses sur différentes dimensions. c'est vrai que je pense que c'est un cas vraiment à traiter, la question de la Chine. Ils ont... Ouais, mais... C'est une immense force productive qui s'active actuellement à décarboner son économie. Donc c'est effectivement, ça donne des choses très impressionnantes. Maintenant, est-ce que dans le fond, ça reste pas exactement le même objet, c'est-à-dire augmenter, ses productions pour augmenter aussi son emprise sur le commerce international, etc. Parce que c'est un intérêt géopolitique évident. On peut se poser cette question aussi. Alors, c'est clair que la Chine, ça reste un régime politique quand même très particulier. Oui. Mais ça a une conséquence, c'est qu'il y a des planificateurs et il y a des plans. Et ça veut dire que la France avait ça au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait le commissariat général au plan qu'on a supprimé, donc on ne sait plus où on va maintenant. Donc on a la sensation que ça donne du doigt mouillé, et c'est particulièrement vrai sur ces dernières années, en fait. Mais l'avantage d'un plan, c'est que ça te permet de te dire, dans 5 ans, on doit faire ça. Donc c'est des planifications stratégiques. Donc ça, c'est la première chose. Et quand même, pourquoi la Chine va si vite ? C'est qu'il y a non seulement l'idée qu'on pourrait être une force mondiale, et donc rééquilibrer en fait avec les États-Unis, mais il y a aussi l'idée d'être autonome. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de sanctions qui ont été imposées par les États-Unis sur des composants, sur l'accès à des filières, à des produits, à des services. Il dit, OK, vous voulez plus rien nous donner ? Donc on n'a pas d'autre choix, il faut qu'on les fasse nous-mêmes. Et ça a considérablement accéléré la dépense publique dans des universités et dans des technos, pour dire les logiciels, il faut qu'on sache les faire. L'IA, il faut qu'on sache la faire. Les services comme TikTok, il faut qu'on sache les faire, parce que de toute façon, les autres, ils veulent plus rien nous donner. Les smartphones, il faut qu'on sache les faire. Et tout. C'est parce que aussi, à un moment, les sanctions étrangères ont eu comme effet assez inattendu pour ces pays occidentaux d'accélérer considérablement en fait l'autonomisation de la Chine et sa souveraineté dans désormais beaucoup d'industries, en fait. Donc peut-être que si, d'une certaine manière, à chaque fois je renvoie à nous, comme pôle, mais ça veut dire que si en Europe on est contraint, peut-être que ça peut nous pousser aussi à modifier, aller vers des innovations qui seraient dans notre intérêt, d'une certaine manière, une certaine souveraineté, ou parce que pour avoir interviewer des chercheurs ici, on n'est pas à la Chine, mais il y a quand même des financements qui vont dans ce sens-là, de trouver des solutions alternatives pour éviter d'être dépendant de la Chine ou d'être dépendant des États-Unis. On repart de nos gros pôles, mais même au niveau... C'est-à-dire qu'au niveau local, au niveau de la France, on pourrait peut-être être capable de trouver des alternatives concrètes pour nos tout ce qu'on peut trouver dans nos smartphones ou même... dans pour des usages comme l'énergie ou ce genre de choses, quoi. C'est un peu ça l'idée. En plus, quelque part, la preuve de concept, tu l'as avec la Chine. C'est-à-dire comment tu fais pour devenir autonome et concurrentiel sur le marché mondial avec des produits qui ont une singularité. Donc, c'est les produits chinois qui passaient pour être totalement bas de gamme il y a encore 15 ans, qui maintenant respirent le très haut de gamme et l'incroyable fiabilité. La Chine, c'est un marché fermé, donc qui est très difficile à pénétrer pour les pays, par les produits étrangers. Et c'est beaucoup d'argent public sur la recherche académique et la formation et l'éducation, pour ensuite fabriquer ces choses-là. Donc en Europe, si tu veux développer un modèle à toi, qui marie la sobriété, la prise en compte de l'environnement au sens large, et malgré tout de la technologie qui permet de s'imposer sur les marchés mondiaux, il faut que tu fermes ton marché, et il faut que tu investisses massivement sur ton appareil éducatif et de recherche. Le marché en Europe, il est grand ouvert à tout le monde. Voilà. Et c'est que extrêmement récemment qu'on prend la mesure que peut-être qu'il faudrait commencer à faire attention parce qu'on ne va pas s'en sortir. Et si tu prends le cas de la France, on désinvestit massivement le champ de l'éducation, le champ de la recherche et le monde des universités. Donc on ne va pas y arriver. Enfin, c'est mon point de vue.
Je pense quand même que c'est dans ton... Enfin, ça va vers Euh, ton sujet à toi plutôt, genre le financement des innovations au service de la transition écologique. C'est une question extrêmement complexe parce que en fait, ça dépend quel type d'innovation. Il y a des innovations qui sont capables de générer de la rentabilité à plus ou moins long terme et d'autres qui sont extrêmement risquées pour diverses raisons et notamment parfois parce que ça repose sur des hypothèses qu'on n'est pas capable de vérifier tout de suite. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, les innovations au service de la transition écologique euh, qui valorisent plutôt de l'efficacité, donc c'est-à-dire qui permettent d'utiliser de façon plus efficace des intrants, globalement, elles sont capables d'être source de rentabilité à moyen terme. Donc finalement, elles peuvent être financées. Mais ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait par exemple, d'autres formes d'innovation qui sont peut-être plus farfelues comme ça si on les annonce, si on les compare, mais qui peuvent être, oui, justement, de l'ordre de la délibération, de l'ordre de la réorganisation des systèmes productifs locaux, etc. Et donc, après, en plus, ça pose la question de la souveraineté, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que oui, la transition écologique, ça va aussi de pair avec la souveraineté, et que c'est quand même une question qui n'est pas négligeable. Oui, j'ai quand même l'impression que là, enfin, après, c'est plutôt l'actualité qui me fait dire ça, mais on est dans une situation où on va quand même être amené à être, enfin, on est contraint. Enfin, là, on parlait des voitures électriques. Bon, ça coûte très cher une voiture électrique, mais tout le monde a encore une voiture qui fonctionne à l'essence ou au diesel. Et là, l'essence et le diesel, c'est 2,30 € le litre, quoi. Donc en fait, on va être contraint. Enfin, je me dis, il faut trouver des solutions. Et en même temps, tu nous dis que de toute façon, aujourd'hui, il y a un désinvestissement. Non, mais il y a des prises de conscience, hein. Le rapport Draghi, en fait, qui est un ancien commissaire européen, Ouais. il pointe clairement cette situation. Le diagnostic, il est froid, il est clinique. Il n'a pas vraiment été contesté, mais il n'est pas vraiment appliqué. Il dit attention, si là, l'Europe, dans son ensemble, ne prend pas la mesure de ce qui se joue dans cette compétition mondiale, on va décrocher. On va décrocher. Parce que, en effet, les autres vont très vite et investissent beaucoup, beaucoup d'argent. Donc l'argent public et l'argent en Europe, enfin, on est un continent riche, hein, la France également. C'est des choix politiques. Moi, je suis assez inquiet de voir que là, on rentre dans une période électorale maintenant présidentielle. J'ai pas très bien compris quels étaient les candidats qui parlaient de technologie, qui parlaient de géopolitique en même temps, qui parlaient de souveraineté, qui avaient la connaissance de ce dont on est en train de parler là. Je sais pas où c'est ce débat là en fait, hein. On est sur autre chose, hein. Ouais, mais là, du coup, ça pose la question aussi de comment on fait pour aller toucher ces gens qui prennent les décisions. C'est très clairement, oui, une vraie question. Si tu penses qu'il y a quand même un moule intellectuel à la française, voilà, il y a aussi une grosse homogénéité. Enfin bon, c'est peut-être des choses qui dépassent un peu le cadre Oui. de ce qu'on se raconte là, mais Bien sûr, voilà. tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais j'aime bien qu'on rappelle aussi qu'effectivement, il n'y a pas que les investissements rentables et qui rentrent en ligne de compte. Et ce que tu disais là justement à l'instant, le fait qu'il y ait un désengagement très fort de l'État dans la formation de la jeunesse et dans l'enseignement, l'éducation, etc., c'est extrêmement inquiétant, hein, pour les situations qui approchent. Oui, finalement, en fait, pour innover, on a besoin d'éduquer et de financer la recherche. En fait, finalement, tout ce qu'on se dit là, ça résume un peu tout ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui ont une présence importante sur la scène mondiale, qui vont dans ce sens-là et qui prennent des décisions, c'est ceux qui ont décidé à un moment donné d'investir massivement dans l'éducation et la recherche, quoi. Oui, et puis laisser la chance aux gens, en fait. C'est-à-dire une l'opportunité combinaison de tester. originale et créative, par définition, tu sais pas la prédire. Tu sais pas qui va l'apporter. Donc, toi, ce que tu dois faire, c'est donner des compétences à tout un ensemble d'individus, ce qui va leur permettre justement de se dire « Ah, mais tiens, j'ai une idée qui permet... Si on faisait ça, ça, ça et ça. » Si tu considères que ça, c'est trop coûteux, alors tu flèches, en fait, a priori. Et donc, tu restreins le champ des possibles. Donc, moi, quelque part, je suis un fonctionnaire d'État, donc j'aurais plutôt tendance à dire que le service public, il faut le défendre. Mais peut-être qu'effectivement, l'éducation, il faut la transférer au privé parce qu'ils sont plus efficaces. Sauf que si tu la transfères au privé, et y compris la recherche, tu vois bien ce que ça veut dire tout de suite. C'est-à-dire que tu dois servir des intérêts qui ne sont pas ceux du citoyen et de la collectivité. Et donc, tu vas restreindre le champ des possibles.
Et évidemment, dans le champ des possibles, il y a des choses qui vont pas servir tout de suite. Mais est-ce qu'on doit former des gens qui sont utiles au système productif immédiatement, ou former des citoyens éclairés qui ensuite trouveront une place dans le système productif s'ils le souhaitent, mais peut-être ailleurs, par une initiative entrepreneuriale, y compris dans l'économie circulaire ou des choses, tu vois, qui sont supposées être plus vertueuses pour la planète. Et ça, c'est des grosses tensions, en fait. Et c'est que de la politique. Ouais. C'est des choix qui sont faits au plus haut niveau. C'est- J'avais un truc qui vient de m'échapper. Alors, j'avais noté quelque chose, mais qui avait rien à voir. C'était une sorte de Ah. réminiscence de ce que tu disais tout à l'heure sur la compétitivité, où tu disais que effectivement, on voit tout autour de nous des pays qui arrivent à tirer leur épingle du jeu sur le commerce international parce qu'ils investissent énormément, etc. Et donc, on est en retard vis-à-vis d'eux. Mais en fait, on peut aussi se poser la question justement de la compétitivité vis-à-vis de ces grands pays-là. Est-ce que continuer de jouer un jeu tel que celui-ci, c'est pas finalement aussi courir encore plus rapidement vers un aggravement de la crise écologique telle qu'on la connaît? Mais si on y va tout seul. C'est la question. Après, on n'est pas tout seul aussi. On parlait de l'Europe tout à l'heure. C'est Oui, quand mais même une des l'Europe, choses. à l'échelle mondiale, qu'est-ce que ça représente? Parce qu'il y a pas, on parle beaucoup des États-Unis, de la Chine et de l'Europe, mais finalement, il y a aussi le continent africain, il y a aussi l'Amérique du Sud. C'est quand même des zones et l'Asie dans son entièreté, évidemment. C'est quand même des zones où il y a une grande population. Ils ont aussi une place importante sur la scène mondiale. Si nous, parce qu'on est riche et parce qu'on est le vieux continent et donc du coup on continue d'avoir cette place-là sur la scène mondiale, on est juste entre ces deux énormes entités. Mais en fait, il y a les autres aussi, on n'est pas tout seul, quoi. Bien sûr. Mais ce qui me semblait intéressant justement quand on parlait de souveraineté, c'était de la relocalisation de certaines activités. Comment dire, à partir du moment où on commence à se poser la question de notre souveraineté vis-à-vis de la production de certains éléments qui sont absolument nécessaires à nos quotidiens, qu'on cherche à relocaliser certaines de ces activités, déjà on va se poser la question de ces impacts environnementaux immédiats, puisque du coup c'est chez nous qu'on va produire les choses les plus polluantes potentiellement, et donc potentiellement aussi c'est relocaliser, donc potentiellement avoir plus d'autonomie dans les prises de décision, moins de dépendance au niveau international. Mais je pense pas que ce soit possible non plus de se soustraire complètement à ça. On va pas construire une île Europe. Dans un monde mondialisé, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, est-ce que ça me paraît... Mais est-ce que parce que c'est compliqué, on doit y renoncer absolument? Ah non, mais je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune réponse à apporter. On peut se poser. Je pense que c'est un peu tout ce truc de... On parlait de la contrainte. Est-ce que si on y est contraint, ça peut être bénéfique pour nous? C'est aussi... ça peut l'être, finalement, dans tout ce que vous avez pu dire aussi derrière, quoi. Ouais, mais tu disais, qu'est-ce que c'est l'Europe? L'Europe, c'est 450 millions de consommateurs et c'est parmi les continents encore les plus riches au monde, continents sur l'ensemble, avec des niveaux de richesse relative différents selon les pays en Europe. Donc, c'est un monde de production et de consommation, en fait, le monde capitaliste et des marchés. Donc, en fait, ce que font les pays étrangers, c'est qu'ils veulent nous vendre des choses, tout simplement. Donc, c'est une bataille à ce niveau-là, en fait. Donc, tant que le consommateur européen il a un pouvoir d'achat pour s'offrir en fait, ce que les autres pays viennent leur offrir, en fait, ils achètent. Et puis, ils sont capables de proposer ça dans toutes les gammes de prix. Chine, Temu, là, qui te vend des trucs à 2 euros comme un t-shirt, dont les propriétés sont quand même tout à fait condamnables, c'est à 2 euros. Et en même temps, ça peut être aussi des produits désormais high-tech à 10 000 ou à 20 000 ou à 30 000 pour une voiture. C'est ça. C'est d'abord un marché, en fait. C'est perçu comme tel. Donc, on est obligé de se battre aussi dans ce contexte-là. Donc, il y a évidemment, on pourrait tout à fait imaginer que le consommateur chinois, il souhaite acheter une innovation européenne parce qu'elle possède des propriétés. Mais il faut comprendre que lui, il a déjà beaucoup de choses maintenant. Donc, ce qu'il n'a pas, c'est du LVMH, c'est du Chanel, c'est des champagnes. Donc, c'est ça qu'on vend beaucoup. Oui, c'est du luxe, quoi. Parce que ça, on est resté très fort, c'est de l'habillement, etc. Mais ça, c'est la prochaine frontière pour les industries chinoises, que d'aller sur le marché du contenu culturel, sur le symbolique, sur des choses qui sont à beaucoup plus forte valeur ajoutée, mais qui ne seront plus de la technologie. Mais là, tout ça, ça me vient à me dire, ça reste... Alors, il y a des besoins un peu essentiels, comme par exemple tout ce qui touche à l'agriculture et ce genre de choses. Donc, se nourrir, s'alimenter, c'est un besoin essentiel. Mais sur l'habillement, c'est pas du tout un besoin essentiel de pouvoir s'acheter 10 t-shirts par mois à 2 euros, quoi. Donc, en fait, c'est aussi ce truc-là de
contrôler peut-être aussi l'impact de ces entreprises-là. Il n'y a rien de plus difficile que de déterminer ce qu'est un besoin essentiel et ce que sont les services essentiels. Ça fera sûrement partie aussi des premières mesures de sobriété à penser collectivement. Par exemple, en termes d'habillage, qu'est-ce qu'un besoin essentiel? A priori, on a tous, c'est essentiel qu'on s'habille. Ça fait c'est quand même sacrément utile. Oui. Maintenant, qu'est-ce que c'est que, comment dire, s'habiller dans un monde où on produit moins de textiles, où comment dire, on produit davantage localement, où on garde ses vêtements beaucoup plus longtemps? C'est des questions auxquelles on peut... Ça vient en opposition avec la mode, enfin voilà, des choses un peu culturelles, quoi. Ouais, mais aussi, tu peux pas t'en remettre qu'aux individus. Fondamentalement, là, Chine, c'est une entreprise qui est fabriquée pour te faire acheter des trucs dont tu n'as pas besoin. Et ça marche formidablement bien. C'est redoutablement efficace en termes logistiques, en termes de modèle économique, de tarification. Tout ça marche très bien du point de vue strictement économique. Si tu n'éduques pas les consommateurs, qui sont d'abord et avant tout des citoyens, et peut-être à un moment des étudiants, puis avant ça des élèves, à ce qu'est le cycle de vie d'un produit, ce qu'est le cycle de vie d'un t-shirt, j'ai consommé combien de matière pour produire ça, j'ai dû verser des salaires, etc. Il n'y a personne qui connaît ça, en fait, dans les gens qui achètent. Quasiment peu. Donc, en fait, tu n'as pas cette prise de conscience systémique que derrière un produit, quand tu l'achètes, ok, je satisfais un besoin immédiat, donc ça me rend heureux pendant 4 minutes, à peu près 12. Je le porte, etc. Mais il s'est passé des trucs en amont, il s'est passé des trucs en aval. Si on n'a pas cette éducation-là, c'est extrêmement compliqué d'imaginer que les gens ils vont transitionner en fait facilement. Alors après, c'est toujours la question de la responsabilité individuelle ou collective. Ça me fait souvent penser à une intervention de Frédéric Lordon qui avait été repris justement sur le fait qu'il portait des vêtements et que, bref, il proposait des solutions écologiques, mais que finalement, lui, il n'en restait pas moins un des objets du capitalisme, et qui avait dit je ne peux pas les cul nus. Et ouais, en fait, c'est pas faux. Je veux dire, donc il y a effectivement la responsabilité individuelle, il y a le côté, il faut qu'on s'éduque et qu'on sache reconnaître les produits qui sont extrêmement polluants. Et en même temps, on ne peut pas les cul nus, on ne peut pas, comment dire, on a besoin de vêtements, etc. Et on est souvent soumis aussi à des contraintes économiques. Et donc, c'est là que, également, en complément de on va dire, de cet apprentissage-là, il y a la modification des institutions et que ça doit aller de pair. Sur Chine, ils essayent quand même de réguler Enfin, il y a quand même eu des choses qui ont... C'est marginal. Oui, je sais. Tu peux dire, mais... Je le dis quand même parce que je pense que c'est quand même important, mais je suis d'accord sur le côté éducatif. Et en même temps, si on prend cet exemple-là, et c'est pareil pour le numérique, puisque en fait c'est le même principe, c'est la production, comment est-ce qu'on produit des objets numériques, etc. C'est que quand on confronte les gens avec la réalité de ce que c'est l'entreprise Temu ou Shein, c'est-à-dire une exploitation aussi sociale, enfin voilà, l'exploitation humaine des travailleurs, etc. Et en plus, la pollution que ça fait, et en plus, même pour la qualité des vêtements qui est médiocre, et le transport, etc., écologiquement, la plupart, j'ai pas l'impression que ça les touche beaucoup, quoi. Donc, est-ce que même si on les éduque, ça changera quelque chose ? Non, je sais pas, en fait. Effectivement, d'abord, on les éduque pas, donc comme ça, c'est réglé. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de formateur là-dessus. Non, mais je suis d'accord. Donc, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Ils viennent avec leur niveau de connaissance comment c'est, et quelque part, on s'en remet aux individus, plutôt. Le collectif, c'est pas vraiment, ou la société, c'est pas vraiment emparé de cette question-là. Mais ce qui est évident, c'est qu'une grande partie des consommateurs, ou une partie des consommateurs, mais je ne sais pas dire laquelle, est dans la consommation à outrance, en fait, parce que ça nourrit ton bien-être, parce que c'est bien comme ça. Et puis, en fait, tu vois, les innovations, il y en aura toujours pour recycler cette surproduction, cette surconsommation. Si tu regardes le succès de Vinted, qui est une place de marché qui permet de faire de la revente de produits d'occasion non vestimentaires, ça marche aussi parce qu'il y a du Chine qui te permet de surconsommer, en fait. Et comme tu as des stocks à non plus finir, et comme tu as des armoires qui sont archi remplies, tu trouves Vinted, et tu auras toujours des continuums comme ça d'innovation qui viendront pour, on dit, fluidifier le marché, réduire les coûts de transaction, etc. Ça, c'est ça qui est aussi, d'une certaine manière, assez admirable dans cette économie de marché-là. C'est que tu as toujours des gens qui viennent avec des idées pour dire « Ah, j'ai trouvé un truc, on a trop fait ». C'est admirable et en même temps effrayant. Oui, évidemment. C'est le capitalisme qui intègre ces contradictions systématiquement. Oui.
En cela, c'est un système redoutable, en fait, le système capitaliste. C'est vrai qu'il est assez redoutable Bah. puisqu'il arrive quand même à passer les époques et à se renouveler même pendant les crises. Donc c'est quand même... on en revient à ça. Bah oui. Là, on est face à une crise écologique et pourtant, il arrive quand même à essayer de se renouveler pour trouver des solutions technologiques pour pouvoir pallier Pour résoudre des problèmes et écologiques. de Ouais. résoudre des problèmes Ouais, crise écologiques. écologique et sociale aussi, puisqu'évidemment, ça concerne les populations, populations de la Terre. J'ai une question dans le chat qui est ne pourrait-on pas intégrer le coût social et environnemental dans le prix des produits? Ah bah, ça, c'est. Est-ce que c'est possible voilà, Est-ce que c'est possible c'est- de mesurer le coût de la suppression, par exemple, de certaines forêts primaires? En fait, si on fait ce type d'évaluation, potentiellement aussi, on tend à imaginer qu'il y a une substituabilité des capitaux entre eux. En tout cas, ça ouvre la porte à ça. C'est-à-dire que pour 1 million j'en sais rien, de capital naturel disparu, on peut le compenser avec du capital humain, avec d'autres types de capitaux. En tout cas, je veux dire, c'est une des propositions qu'on pourrait avoir rapidement, ou du moins ça ramènerait des choses qui sont quand même complètement originales et uniques sur le même plan que d'autres choses qui sont des artefacts humains. Je sais pas si je m'exprime clairement à ce niveau, mais J'essaye de faire une comparaison. Est-ce que c'est un peu comme dis-moi si je me trompe, hein. Mais c'est un peu comme quand tu prends l'avion et on te dit c'est tant d'équivalent CO2, mais si tu mets 2 euros de plus, on va planter des arbres. Est-ce que c'est, par exemple, ouais, est-ce mais que c'est ce serait exactement un ça. peu ça? Mais parce que ça rendrait comparable des choses qui ne le sont pas. Par exemple, planter des arbres, c'est pas préserver une forêt primaire, parce que à l'évidence, son rôle écosystémique est complètement différent. Donc on va faire des évaluations qui ont plein de problèmes qui sont jamais, en tout cas qui sont difficilement suffisantes. Non, mais alors, pour le coup, il y a un nom derrière ça. Le monde de l'entreprise adore les nouveaux concepts et le monde des gestionnaires également. Donc, on parle souvent d'entreprise régénérative, d'économie régénérative. Oui. Donc, ça, c'est le truc qui vient. Hein. Donc, je suis une entreprise régénérative parce qu'effectivement, je produis tant de CO2, j'arrive à l'estimer. Et j'ai replanté quelque part des trucs relativement uniformes qui se ressemblent tous et qui ne produisent pas du tout la Les même valeur que, même y compris forêt. en termes de photosynthèse, hein, Ouais. que ce qu'avaient les arbres auparavant. Bon, bah ça, c'est s'acheter une bonne conscience. Hein. Mm. Version 2.0. Mm. C'est-à-dire que c'est pas du greenwashing, parce qu'en effet, on refait quelque chose, mais c'est pas complètement équivalent. Mm. Après, sur l'idée de réintroduire le coût social et le coût donc internaliser des externalités, en fait, c'est une vieille question en économie. Hein. Mm. Le principe du pollueur-payeur, il existe depuis assez longtemps, en fait. Simplement, il n'est pas simple à mettre en œuvre quand il s'agit de grandes multinationales. Puis quand il s'agit de dire, bon, quand même, on va peut-être pas fonctionner comme ça, donc on va inventer un marché des droits à polluer, ou si j'ai pas moi pollué, je vais pouvoir revendre mon droit à celui qui a trop pollué, puis avoir des prix. Enfin, cette logique-là des marchés, elle est dominante chez les décideurs, y compris dans les grandes instances de régulation mondiale. Donc, on peut imaginer qu'il puisse y avoir une prise en compte de ça, mais tu pourras toujours imaginer qu'il puisse y avoir un marché qui va émerger, ou des gens qui vont dire, non, mais attendez, on va rendre ça plus efficace. Là, ça marche pas très bien. Mais dans l'idéal, oui, ces boîtes-là, elles n'intègrent pas le dégât qu'elles font Oui, à l'environnement ça social. voudrait dire que c'est le C'était consommateur possible. qui paye aussi. Enfin, bon, vas-y, je t'écoute. Désolée, je t'ai Non, coupé. t'inquiète pas. Non, effectivement, c'est un vœu pieux, j'ai l'impression en tout cas. En principe, si c'était fonctionnel, on pourrait se poser la question du coup de le faire. Maintenant, ça demanderait une sorte d'administration énorme pour réussir à faire toutes les évaluations nécessaires, vérifier que les prix intègrent effectivement les coûts sociaux et environnementaux des activités. Et pareil, les coûts environnementaux, on a énormément de mal à les estimer, puisqu'en fait, on est encore très ignorant en fait des interactions climat, climat, biodiversité, etc. et des effets derniers de leur modification. Ok. Donc on serait bien en peine d'y attribuer un coût, par exemple. Mais c'est très clair que quand tu achètes un t-shirt à 2 euros sur Temu Chine, tu payes pas le prix réel, en fait. Non. C'est pas possible. Mm. Si tu redécomposes toute la matière qui a été nécessaire, Le les temps humains de qui ont travail, été mobilisés, l'énergie qui a été produite pour arriver chez toi, bah, ça coûte pas 2 euros. Non. Mais là, comme c'est une entreprise bénéficiaire, en effet, c'est une entreprise prédatrice de son environnement social et biologique. À l'inverse des IA génératives, par exemple, qui, elles, produisent aussi beaucoup d'effets externes négatifs parce que l'électricité et puis quand même du CO2. Mais là, tu peux imaginer que tu ne le payes pas, mais c'est couvert par des investissements. C'est couvert par des investisseurs qui disent, je mets 100 milliards là, donc quand tu vas prendre un abonnement à ChatGPT ou à Claude ou peu importe à 20 euros par mois, c'est à peu près ça les prix.
C'est pas le prix réel, mais par contre, on est dans une boîte qui a fort capital investi, quoi. Donc c'est eux qui couvrent. Donc c'est pas la boîte complètement, tu vois, c'est les investisseurs qui prennent ce risque-là. Il faut subventionner. Alors que chez Chine, c'est clairement pas ça, quoi. Ouais, ça vient du coup cette réflexion de finalement, si on parle du coup des IA génératives qui sont pas rentables, hein, à proprement parler, en tout cas pour l'instant j'ai pas Il n'y a l'impression. pas de modèle économique stabilisé encore. Comme les réseaux sociaux finalement qui ne l'étaient pas et donc maintenant on a de la pub partout. Ça veut dire qu'on investit dans quelque chose qui est pas forcément rentable. Et souvent on dit investir dans la transition écologique, ça c'est pas rentable à court terme, donc je vois pas pourquoi je le ferais. Donc c'est un peu enfin, cette réflexion-là, c'est finalement, c'est des choix très. Enfin, est-ce qu'ils sont rationnels? Pas tant, quoi. Enfin, j'ai l'impression que. Alors aussi, Économiquement, j'entends. Hein. il y a tout le côté collecte de données aussi qui peut être rentable à Ouais. plus ou moins long terme. Là où, par exemple, si on commence à parler de communauté de propriété, j'en sais rien, de propriété d'usage, par exemple, etc., là, pour le coup, il n'y aura pas de rentabilité ni à long terme, ni à moyen terme. Donc forcément, ça les classe pas de la même façon, les deux projets. Ouais, et puis quand il y a eu des grosses vagues d'achats dans l'économie numérique, on voit quand même souvent ça. Quand Google rachète YouTube en 2006, il rachète ça 6 milliards. C'est une des premières grosses acquisitions. C'est beaucoup, ouais. C'est une boîte qui est déficitaire, qui ne gagne pas d'argent. Par contre, il y a chez les fondateurs et les investisseurs la perception que si on ne connaît pas le modèle économique des plateformes de ce type-là encore, on va le découvrir plus tard avec la publicité, puis on va affiner les choses, ça capture beaucoup de data. Et c'est un univers où effectivement les gens vont dire beaucoup de qui ils sont à travers les vidéos qu'ils vont poster, quoi. Et donc c'est la bonne perception que ça va être ça, en fait, la data perso, qui va devenir en fait notre or noir là qu'on va savoir raffiner, notre pétrole brut plutôt, et qu'on va pouvoir raffiner ensuite à travers des algorithmes, etc. Et ça a été que ça, la vague d'achat et de rachat des années 2005 à 2015 en fait. Je rachète des stocks de données personnelles avant tout, mais associés à des entreprises qui ont des verticales et qui ont capté des données, Instagram, WhatsApp, etc. Quand tu dis transition écologique, c'est pas forcément une entreprise en fait. Tu vois, c'est un mode de vie, c'est un paradigme, peut-être nouveau et différent, et c'est beaucoup plus diffus en fait. Donc, en effet, on pourrait se dire le rendement il viendra plus tard. Mais t'as pas une entreprise qui représente ça finement, avec, je sais pas, tu vois, des ressources nouvelles ou originales comme les données personnelles. Ce qui expliquerait peut-être du coup justement cette différence qui peut exister entre des entreprises du numérique, des grosses entreprises et finalement la finance de la transition écologique, quoi. C'est peut-être ça aussi la différence entre les deux. Le problème justement, c'est qu'on ne peut pas avoir des niveaux de rentabilité équivalents, sachant que les projets qui sont supposément verts intègrent justement les coûts environnementaux et sociaux dans leur schéma et dans leur mode de fonctionnement. Donc c'est aussi repenser un peu le système et la façon, enfin le système économique et les modèles. C'est une vaste question, mais c'est un super projet qui nous attend. Ouais, non, mais de toute façon, c'est clairement innovation, technologie, finance, ça va avec politique, hein, parce que c'est très clairement à un moment des choix de société, d'investir là, de ne pas investir là, et d'orienter les choses. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez quand même qu'on peut trouver un équilibre entre les développements technologiques, numériques et pas que, et la transition écologique? C'est peut-être une grande question, mais est-ce que c'est aujourd'hui, avec l'état des connaissances, est-ce qu'on peut se dire c'est possible de trouver un équilibre? Si tu regardes les gens qui sont derrière les big tech, et qui, pour beaucoup d'entre eux, donc, évoluent dans cette sphère qui a un peu évolué, hein. Originellement, Silicon Valley, et maintenant, parfois, certains parlent d'anarcho-capitalisme, tu vois, avec un masculinisme très prononcé, un virage à l'extrême droite. C'est un peu bizarre ce qui se passe là, quand même, avec ces bros, là, comme on dirait, américains. Ouais, c'est ça. Eux, ils pensent que plus on va faire de la tech, plus on va trouver des solutions, y compris à des problèmes de nature écologique, en fait. Donc, cet accélérationnisme-là, il est nécessaire, il doit être financé prioritairement à des questions qui relèvent de l'écologie. Parce qu'une fois qu'on aura des IA génératives, des LLM, toutes sortes de choses qui seront infiniment plus intelligentes que les humains, alors on trouvera des solutions à ces problèmes qui concernent les humains. Donc ça, c'est une perspective qui peut s'entendre d'une certaine manière. Moi, j'en sais rien. Mais sauf qu'à ça, il faut lui opposer autre chose.
Et c'est ça où on a du mal à le structurer intellectuellement, financièrement, industriellement, avec des choses tangibles. Tu vois, si en effet, c'est pas par là qu'il faut aller, et donc c'est le génie humain et le cerveau humain qui doit trouver les solutions à ces problèmes-là, bah, donc dans ces cas-là, il faut aussi financer les cerveaux humains. Et c'est là où tu vois qu'il y a des contradictions, quoi. Parce que c'est pas ça qu'on fait vraiment systématiquement, y compris dans notre continent. Mais ça veut pas dire qu'on finance pas de techno, mais par contre, tu vois, c'est comme un curseur. Donc là, bah, moi je pense qu'il y a une voie, en fait, clairement. Mais il faut remettre le curseur au bon endroit, en fait, et avoir les bons messages politiques et avoir des décideurs un peu éclairés. Et je suis pas certain qu'on les ait, en fait. Tu veux compléter? Oui, pourquoi pas. Je vois pas vraiment d'avenir de l'humain en dehors de... Enfin, de toute façon, il n'y a pas d'humain sans technique, il n'y a pas d'humain sans technologie, en tout cas maintenant aujourd'hui. Et c'est... maintenant, la question, c'est quelle présence et sous quelle forme dans nos environnements et dans nos quotidiens. Et là-dessus, la projection, c'est hyper important. C'est important de s'imaginer ce que pourrait être une société autre. Et du coup, je pourrais renvoyer à la limite au rapport qui avait été fait par l'ADEME, rapport Transition 2050, où ils ébauchaient 4 scénarios de, Oui. de neutralité carbone à l'horizon 2050. Certains plus basés sur la sobriété et d'autres plutôt basés sur la technologie. Et finalement, c'est à peu près ce qu'on était en train de décrire là à l'instant. Quel risque on est prêt à prendre? Si on parie par exemple sur la technologie, donc plutôt les scénarios 3 et 4 dans le rapport, le risque c'est qu'on n'arrive pas à développer justement ces techniques ou qu'elles ne soient pas à la hauteur de l'enjeu. À ce moment-là, on se retrouve avec des pollutions qui sont complètement supérieures à ce que la Terre elle est capable de supporter, et donc on a rendu notre Terre complètement inhabitable. Si à l'inverse on mise davantage sur la sobriété, avec l'idée que d'un point de vue géopolitique ce soit possible, c'est-à-dire qu'on ne se fasse pas attaquer ou quoi que ce soit sur cette période, ça pose la question de la réponse aux besoins essentiels. Et donc comment on les détermine collectivement et comment on y répond aussi collectivement. Donc c'est plutôt des risques sociaux à ce niveau-là. Quels risques on considère et quelle place aussi, du coup, sous quelle forme on veut pour la technologie demain, quoi. Très bien. Merci. En tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est que les innovations, ça peut être plein de choses différentes et que c'est pas forcément des innovations technologiques, ça peut juste être au service de quelqu'un à un moment donné, qu'il y en a besoin d'éduquer, on a besoin d'investir dans la recherche et que bon, peut-être qu'on peut envisager des solutions, il faut juste investir pour trouver, pour réfléchir ensemble à des solutions pour la transition face au changement climatique. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à toi. Merci à toi. C'était super intéressant. J'espère que les gens qui nous ont écoutés, vous avez aussi apprécié cette émission. En tout cas, si vous n'avez pas pu la suivre jusqu'au bout, depuis le début, vous avez chopé que des parties, elle sera disponible sur YouTube, en replay, évidemment. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission fin avril, pardon. Le 29 avril à 17h. Et cette fois-ci, on parlera d'un sujet complètement différent. On parlera du corps des circassiens. Donc vraiment, on change complètement de domaine. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si les sujets économiques, les sujets de l'argent vous intéressent, on a un dossier spécial sur Écosciences dans la thématique du printemps de l'esprit critique avec des articles écrits par des doctorants et par des chercheurs, chercheuses. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y en aura probablement d'autres qui vont arriver plus tard. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.